Bonsoir à tous, le face-à-face de la semaine, Éric Zemmour, Jean-Baptiste Djebbari. Une heure de débat entre l'éditorialiste et le ministre délégué chargé des Transports autour de 3 thèmes. L'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire. L'État peut-il garantir le fonctionnement de notre réseau et en même temps ouvrir une partie au marché ? En quoi l'Union européenne est-elle un rempart ou un frein pour le développement des secteurs stratégiques français ? Et puis un dernier angle, pour permettre à la France de briller économiquement, il faut que des jeunes puissent se former et devenir l'élite de demain. Comment réactiver l'ascenseur social ? C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari, bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari, vous êtes ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports. Vous êtes député, vous avez été député de la Haute-Vienne, vous avez été en tant que député rapporteur de la loi du nouveau pacte ferroviaire. Puis vous connaissez très bien l'aérien, puisque vous avez été pilote et puis vous avez même dirigé les opérations d'une compagnie aérienne. Avant tout, joyeux anniversaire, puisque j'ai vu que c'est aujourd'hui votre anniversaire, si vous permettez. Vous, c'est le 31 août, je n'ai pas oublié. Et puis ça va, et moi on égoutte au souhait d'anniversaire. Vous avez remarqué aussi, c'est étonnant. Le général de Gaulle interdisait qu'on lui souhaite c'est bon anniversaire. Oui, ça. Alors, pour commencer, les premiers trains à hydrogène sont actuellement expérimentés en France. Plusieurs régions, comme la région Sud, ex-PACA, ou les Hauts-de-France, ont décidé d'ouvrir certains réseaux ferrés locaux à la concurrence, conformément à la loi du nouveau pacte ferroviaire voté en 2018 dans le cadre européen. Est-ce que l'État peut garantir à la fois le bon fonctionnement du réseau de chemin de fer pour les Français et en même temps livrer ce réseau au marché ? D'abord, la concurrence, ça existe effectivement dans beaucoup de pays d'Europe. C'est un peu ce qu'on en fait. En Europe, on a tous les modèles. On a des modèles étatistes qui fonctionnent de façon correcte ou de façon dysfonctionnelle. On a des modèles comme le modèle britannique qui a très largement été d'abord libéralisé, puis ensuite privatisé et qui fonctionne très mal. Donc la concurrence, réellement, c'est la façon dont on la déploie. Après, peut-être vous dire quand même un mot de l'état du réseau ferroviaire ou du système ferroviaire dans lequel on l'a trouvé en 2017. On a trouvé une SNCF surendettée, 46 milliards de dettes, insoutenable, fruit d'un surinvestissement sur les lignes à grande vitesse, qui a été d'ailleurs politiquement organisé. Pendant 20 ans, les grands élus ont voulu leurs lignes à grande vitesse, leurs gares, parfois au milieu de la Pampa, qui ont coûté des centaines de millions d'euros. Et on a dû, nous, prendre des décisions relativement fortes pour d'abord faire une pause sur les grands projets, assainir la SNCF et donc reprendre 35 milliards de dettes et redévelopper ce qu'on appelle les petites lignes ferroviaires pour réaménager le territoire qui avait évidemment beaucoup souffert de cette moins-disance budgétaire. Et dans ce cadre-là, effectivement, à compter de l'été prochain, les premières régions vont mettre en concurrence notamment les lignes TER tout en gardant pour l'État un monopole sur le réseau ferroviaire. Le réseau reste 100% évidemment public, c'est un monopole et la SNCF reste une société à capitaux 100% publics. Mais il est vrai que possiblement, dans le cadre d'un marché régulé, avec un régulateur indépendant, d'autres entreprises vont pouvoir postuler auprès des régions pour présenter des offres qui peut-être vont être plus innovantes, avec des cadences différentes, avec des horaires différents, avec des niveaux de services différents. Et les régions auront à faire leur choix dans un cadre, je l'ai dit encore une fois, régulé. Éric Zemmour. Alors, vous l'avez dit vous-même, il y a de tout en Europe et pendant longtemps, il n'y a eu que des services publics. Donc, dans les années 60, 70, chaque pays avait sa SNCF, quoi, en gros. Et alors, il y en avait qui marchaient très très mal, comme les Anglais, il y en avait qui marchaient plutôt bien, comme les Suisses, comme les Allemands, et comme la SNCF. Il faut quand même rappeler qu'on était un des modèles européens, voire mondiaux, jusqu'aux années 80-90. Et que le modèle de monopole de la SNCF marchait très bien. Et j'ai essayé de comprendre, parce que c'est toujours intéressant de voir pourquoi ça marchait. En fait, les gens qui connaissent bien la SNCF vous disent qu'il y avait une raison très simple, si j'ose dire, c'est que c'était les ingénieurs, les techniciens supérieurs qui gouvernaient la SNCF. Et que ce n'était pas le président de la SNCF, je suis dans les années 60-70, et c'est pour ça que ça marchait bien. Et on vous expliquait très bien que même un ingénieur polytechnicien, quand il arrivait à la SNCF, il devait faire un stage pendant 2 ans auprès des employés les plus modestes pour apprendre à diriger et apprendre les méthodes, etc. Et c'est cette culture qui était absolument admirable. La vraie différence, avant même cette histoire de concurrence, vous voyez, avant même ça, c'est le changement
de mentalité, je dirais. On a commencé à partir des années 80, surtout les années 90, à mépriser les techniciens, à mépriser les ingénieurs, à mettre des managers qui maniaient plutôt le tableau Excel, à mettre des communicants qui étaient plutôt médiocres en plus. Vous voyez, et l'apothéose a été avec M. Pépi, qui dirigeait la SNCF. On se demande avec quelle idée derrière la tête. Donc vous voyez, moi je pense qu'il ne faut jamais oublier cet état-là, parce que, et alors deuxième chose, et là vous l'avez un peu dit, quand on parle toujours de la dette de la SNCF, mais je reconnais que vous l'avez dit, on oublie toujours qu'en fait, essentiellement, la dette, ce n'est pas essentiellement le statut, on pourrait discuter, mais c'est d'abord le TGV. Et les décisions qui ont été prises par le politique. Par exemple, il y a un exemple incroyable, c'est le Paris-Bordeaux. On a imposé un TGV de 300 km, qui roulait à 300 km/h, alors que la SNCF avait proposé une solution à 240 km/h. C'était pas si mal. Et on a décidé, non, on passe dessus, alors que le TGV coûtait 7 fois plus cher. Je ne vous parle pas, parce que vous l'avez évoqué pudiquement, des TGV qui s'arrêtent à Sablé, parce que, comme par hasard, c'est M. Fillon qui est ministre du Transport, ou qui s'arrête à Vitré, parce que c'est Ménieri étant le seul à descendre de son train à Vitré. Et Éric Zemmour mais parce que il faut rappeler tout ça quand même, de la responsabilité des politiques. Quand même vous êtes d'accord avec ça? C'est juste, ça a été politiquement organisé. Si on parle du fret, on peut aussi raconter comment politiquement la compétitivité de la route par rapport au fret a été organisée. Tout ça est juste. Absolument. Peut-être un mot, le TGV, qui est quand même une fierté française et toujours maintenant, a été très largement, vous l'avez dit, inventé par les techniciens supérieurs, par les ingénieurs, sans même un mandat au départ officiel de la direction. C'est vrai qu'il y a toujours eu, et d'ailleurs il y a une culture syndicale extrêmement forte et toujours très forte à la SNCF, notamment avec la CGT, qui sont des sachants, qui d'ailleurs, sincèrement, nous aident beaucoup aussi à comprendre les réalités de ces métiers, qui sont très pointus, y compris d'ailleurs, et c'est assez rare pour être souligné, avec une approche client, qui connaissent très bien leurs clients. C'est vrai pour le fret. Donc moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à ce que nous disaient les syndicats. Et dans le même temps, on a essayé de reconstruire une gouvernance à la SNCF avec Jean-Pierre Farandou qui dit parler cheminots deuxième langue, qui a d'ailleurs commencé dans le contexte que vous avez cité, en étant chef de gare dans le Gers, je crois, de mémoire en 1986. Et on essaie aussi de réinstiller cette culture de la base. Et cette culture sachante dans cette grande boîte qu'est la SNCF. Ça ne va pas être facile. Non, ça va pas être facile. D'autant que c'est un groupe mondial. Parce que ça, on n'en parle jamais vrai. En tout cas, peu souvent. Mais la SNCF, c'est évidemment le ferroviaire et ça pèse à peu près 25 milliards d'euros. Mais c'est aussi un grand groupe de mobilité avec Géodis qui fait du transport et de la logistique et d'autres activités, notamment à l'international avec Keolis. Là, vous parliez du fret, par exemple. Vous avez évoqué le fret. C'est quand même une catastrophe. Là, en revanche, c'est une catastrophe française. Et alors là, effectivement, il y a les responsabilités des politiques qui ont favorisé la route pendant des décennies, les camions, etc. Mais il y a une responsabilité aussi de la lâcheté des politiques face à la CGT. Vous parliez de la CGT et de sa culture. Moi, je suis tout à fait... je ne suis pas hostile a priori à la culture syndicale, ouvrière, etc. Au contraire. Mais là, en revanche, il y a eu une lâcheté des politiques face et la CGT portuaire, et la CGT ferroviaire. Parce qu'en fait, j'ai regardé un peu pour les Allemands. Le fret en Allemagne, c'est vraiment la priorité. Nous, on n'a pas donné la priorité au fret, on a donné la priorité aux passagers. Donc déjà, le fret, il faisait comme il pouvait. Mais les Allemands, d'après ce que j'ai compris, en fait, eux, c'est des lignes directes qui vont jusqu'à Rotterdam, à Amsterdam. Le port de Rotterdam, c'est quasiment un port allemand, on est d'accord. Et il n'y a pas la CGT pour leur casser les pieds. Et nous, on a, il faut bien le reconnaître, la CGT à la SNCF, et surtout la CGT dans les ports, qui, il faut bien le dire, pourrit un peu depuis des décennies la vie des ports. Donc, et là, les politiques depuis des décennies ne font rien. Et alors après, on se plaint, on dit la SNCF est nulle dans le fret et tout. Et voilà le résultat. On a, je crois, on fait 10%, c'est ça, du trafic de la SNCF. Contre 30% du fret, c'est la SNCF. C'est grotesque. Moi, je ne partage pas la vision, notamment sur la CGT d'aujourd'hui, y compris sur les dockers avec qui j'étais encore récemment, mais je pense qu'ils ont aussi beaucoup évolué depuis les réformes de 2007-2011. Mais vous avez un point sur le fret. L'ouverture à la concurrence de fret, c'est la mauvaise histoire au carré, si je puis dire. Ça s'est fait dans un contexte au milieu des années 2000, pour le coup sous l'effet d'une directive européenne, où on va en parler. Fret SNCF était désorganisé, en tout cas impréparé à l'ouverture à la concurrence,
Pour faire de façon un peu caricaturale, vous aviez dans les locomotives 3 agents SNCF contre 1 pour les concurrents. Vous imaginez bien qu'ils se sont fait tailler des croupières de façon assez rapide. Dans le même temps, vous aviez effectivement les effets de la fiscalité, pour le coup votés par le Parlement français, qui favorisaient la route. Et dans le même temps, vous avez eu les effets de la désindustrialisation, parce que les principaux matériels étaient transportés, les plus lourds, les matériaux pondéreux, sur le fret. Et ce marché-là s'est écroulé des effets de la désindustrialisation française. Donc tout ça a fait que la libéralisation du fret, et donc l'ouverture de la concurrence du fret, c'est très mal passé pour les Français, ce qui n'est effectivement pas le cas pour les Allemands. De même que l'ouverture de la concurrence des passagers pour les Allemands, c'est bien passé, à 2 titres. D'abord, l'opérateur dominant, la Deutsche Bahn, a gardé quasiment tout le trafic TGV et a gardé 70% du trafic TER. Et on a des opérateurs français, notamment Transdev, qui opèrent 10% du réseau TER allemand. Donc on a aussi de belles réussites françaises en Allemagne de ce fait. On vante toujours les Allemands. Moi, j'ai des amis allemands qui me disent que les trains passagers ne marchent pas si bien et qu'on est toujours là, nous, Français, admiratifs devant ce que font les Allemands. Et ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de retard, que ça ne marche pas vraiment très bien. Je parle du passager, je parle en fret. Là, c'est les rois, comme d'habitude, puisqu'ils privilégient l'industrie. Eux, ils sont cohérents avec eux-mêmes, au moins, contrairement à nous. Mais pour les passagers, il faut relativiser notre admiration. Mais si vous voulez bien, on va parler vous parler des directives européennes. Il faut quand même enchaîner sur ce sujet, parce que c'est quand même à l'origine de toute la discussion. Pourquoi l'Union européenne, effectivement, s'intéresse au chemin de fer? Ah bah oui, parce que... Je vous pose la question à vous. À moi, d'accord, très bien. Oui, de toute façon, mais ça va aller très vite. Je pense qu'on va être d'accord sur le diagnostic au départ. Je ne vous ai pas tellement entendu sur l'ouverture à la concurrence, très bien. donc j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous serez d'accord avec moi, mais vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord. L'Union européenne n'avait pas de compétences sur le chemin de fer et le train, on est d'accord là-dessus. Et 2, ils ont imposé un principe qui était le principe de la concurrence, qui régentait toute l'idéologie de l'Union européenne et de la Commission de Bruxelles depuis 40 ans, un marché qui repose sur ce que les économistes appellent un monopole structurel. Je m'explique en 2 mots, pour les gens, parce que je pense que vous savez ça, évidemment. La concurrence, normalement, ça fait baisser les prix. Mais la théorie économique libérale elle-même reconnaît qu'il y a des marchés qu'elle appelle des monopoles structurels, donc c'est bien les libéraux qui appellent ça comme ça, et qui disent que là, il y a des marchés spéciaux où ça ne marche pas, les prix ne baissent pas. L'électricité, par exemple, on a un exemple typique, ils ont quand même, je parle de la Commission, imposé l'ouverture à ce qu'ils appellent la concurrence, minant EDF, faisant augmenter les prix, etc. Et je crains que le train soit de même un monopole structurel, et que donc, parce que, si vous voulez, si j'ai bien compris, j'en ai fini, si j'ai bien compris, le prix, en fait, le coût des trains, c'est avant tout les réseaux, la signalisation, la gestion des fréquences, on est d'accord. La structure, exactement. Et ça, plus on met de concurrents, et plus ça démultiplie ces effets de structure, et donc ça va augmenter le coût. Donc soit on augmentera le coût, soit on augmentera la subvention de l'État, qui est déjà énorme. J'ai des points de convergence, et d'abord dire que sur la performance des services de voyageurs, vous parliez des Allemands, oui. Mais c'est vrai que souvent on se compare et on se désole, mais en vrai, et dans les chiffres récents, la SNCF, c'est 95% de ponctualité sur son réseau. Donc c'est énorme. Alors, les Japonais font mieux, oui. Mais on est globalement, ils font 99% quasiment. Mais nous, on est déjà à un niveau très très haut. Sauf que les 5%, ce sont évidemment ceux que vous voyez à la télé, dont vous vous rappelez personnellement. Bref, c'est un peu la relation quasiment organique que nous avons à la SNCF. Sur la concurrence, moi je pense 2 choses. D'abord, ce que vous dites est vrai. Ça a été libéralisé, je l'ai dit pour le fret, de façon totalement impréparée, dans un contexte qui n'était pas pertinent, et du coup ça a été mal exécuté. Les Allemands ont libéralisé en 1994. Suite à la réunification, ça leur a aussi permis de faire d'autres choses. Enfin, bref, de réunifier le réseau, la fonction publique, etc. Le réseau ferroviaire reste un monopole naturel, reste un monopole régulé par l'État, c'est une propriété de l'État, c'est SNCF Réseau qui d'ailleurs est indépendant de la SNCF. Oui, parce que personne n'aura les moyens de se payer le réseau. Non, personne, et d'ailleurs on ne peut pas dupliquer les réseaux. Et après ce que je pense sur finalement où la concurrence est pertinente, mais ça honnêtement c'est une réflexion qui va évoluer et qui est, par exemple, je regarde beaucoup ce que font Transport for London, qui donc opère le réseau de métro et qui a beaucoup changé de modèle. Moi je pense que sur le réseau TER, qui sont des réseaux non saturés, sur lesquels vous avez des marchés qui sont quand même suffisamment importants, des nombres de passagers et de voyageurs suffisamment importants,
il y a une pertinence à la concurrence et qu'on peut se différencier sur le prix, sur la qualité de service, sur la cadence, et que c'est un marché pertinent. Sur les territoires très peu denses, très diffus, honnêtement, ce sont des marchés tellement subventionnés, mais ce que je dis est vrai pour l'aérien, par exemple, que vous êtes sous perfusion, ou en tout cas sous subvention publique, et qu'il n'y a pas vraiment là de pertinence du modèle de la concurrence, sauf de façon subventionnée, de façon très importante. Et sur l'hyperdense, et c'est là-dessus qu'il faudra qu'on réfléchisse. Le TGV et tout ça ? Non, sur l'hyperdense, je pense plutôt le métro, le RER A et B, d'accord. dont il est prévu aussi qu'on l'ouvre à la concurrence par la loi en 2039. On n'arrête pas le progrès. Ça laisse le temps de réfléchir un petit peu. Je pense que là, on peut se re-questionner sur la pertinence d'avoir des opérateurs qui viennent dans des transports qui, par nature, sont condensés à quasiment 1 ou 2 minutes toute la journée et sur lequel l'apport d'un concurrent n'est pas forcément démontré. Donc, oui, je pense qu'il faut regarder ça aussi avec beaucoup de lucidité et de clairvoyance. Par ailleurs, les modèles en Europe, ça c'est vrai, évoluent beaucoup. Les Anglais nous auront fait tous les modèles possibles et imaginables en 20 ans. Ils ont privatisé, ils ont franchisé, ils ont régionalisé, ils ont renationalisé. Honnêtement, pour l'instant, rien n'a été vraiment démontré. Oui. Rien n'est convaincant. Ça va pas baisser les prix, comme demandait Éric Zemmour? Alors, les Anglais, c'est très cher. Voilà. Les Allemands, ça a plutôt stabilisé et fait baisser les prix avec une offre qui a augmenté. Les Suédois, mais ça renvoie aussi au modèle suédois, c'est plutôt des marchés qui ont convenablement fonctionné. Et la France, ce sera à l'épreuve des faits. Mais je rappelle quand même, là aussi, que ce sont des contrats de service public avec des prix régulés, avec l'avis d'une autorité indépendante qui s'appelle l'autorité de régulation des transports. Donc il y a quand même des garde-fous en France qui sont extrêmement... On n'a pas encore répondu sur l'Union européenne. Moi, je verrais plutôt... oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je verrais plutôt la concurrence utile sur, au contraire, des lignes qui sont abandonnées par la SNCF. C'est une fausse concurrence, mais de toute façon, tout est tout faux dans cette histoire. Mais je veux dire que là, les régions pourraient, par exemple, il y a des lignes qui ont été abandonnées par la SNCF et tout, qui sont données à la voiture, à l'automobile, aux fameux cars Macron, parce que Macron a ajouté, quand il était ministre des Finances, sa pierre à l'édifice de la faveur du camion, enfin du bus, pardon, du car au détriment du train. Et puis, moi, je dirais que les petites lignes abandonnées, je verrais bien les régions les donner à des investisseurs privés et les payer sur le denier régionaux. Mais je vous accorde que c'est pas une concurrence énorme. Mais pour le reste, je vois pas trop l'intérêt en fait. Je partage en partie ce que vous avez dit. D'abord, comme député, vous l'avez cité, moi je m'étais intéressé, j'avais été rapporteur de la loi et je m'étais intéressé au rapport Spinetta, qui à l'époque peut-être... on va en parler si vous voulez. Ouais, préconisait la suppression des 9000 km de petites lignes secondaires. Ouais. J'ajoute que dans mon territoire, ça a été un facteur, à mon avis, assez important dans la perception du recul de l'État, dans le mouvement des Gilets jaunes. Oui. C'est vraiment, la SNCF, il y a ce côté tout à fait charnel dans le rapport qu'on entretient avec elle. Moi, j'avais refusé comme rapporteur de supprimer ces 9000 km de petites lignes. J'avais demandé un rapport pour dire précisément quels étaient l'état des voies et combien ça coûtait, non pas de mettre un pansement pour les pérenniser un petit peu, enfin pour les faire durer un peu plus, mais de les pérenniser à 30 ans, 40 ans. J'ai lancé un plan en février dernier, 2020, juste avant le confinement, entre la grève et le confinement de la pandémie. On a réussi aujourd'hui à signer 7 régions, c'est un plan de 6 milliards qui sauve toutes les petites lignes. Et dans ce que nous faisons, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire que sur le réseau structurant, là où ça circule le plus, l'État reprend la main, et c'est normal, réseau structurant. Il y a un réseau un peu intermédiaire dans lequel l'État et la région co-investissent. Et puis il y a un réseau d'intérêt local dans lequel on donne la possibilité aux régions de tester des modèles nouveaux. Ce n'est pas forcément du bus, mais ça peut être par exemple des TER plus légers. En fait, il faut apprendre ou réapprendre à faire des trucs assez simples en France. On avait des petits trains. On a du mal. Je me permets de vous relancer, messieurs, parce que j'ai envie d'avoir mes petites réponses. Oui. non, mais là, c'est intéressant. Tout est intéressant, mais comme on a 1 heure et je pense que ça va passer vite avec vous. La souveraineté nationale avec justement cette ouverture à la concurrence, où est-elle? Et monsieur le ministre, je reviens aussi sur cette question sur l'Union européenne dans tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? On peut regarder le ferroviaire et l'élargir peut-être à d'autres secteurs si on veut réfléchir un peu au rôle de la concurrence et peut-être vertu et travers. On a un bon exemple avec le secteur de l'aérien. L'aérien, ça a été libéralisé il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Et ça a eu des vertus. Ça a permis de démocratiser beaucoup le transport aérien. On a pu voyager pour quelques dizaines d'euros un peu partout en Europe. Ça a permis aux classes moyennes d'accéder à des services auxquels elles n'avaient pas accès. On peut considérer que c'est probablement une vertu, en tout cas une facilité donnée pour découvrir le monde, pour s'enrichir d'autres cultures. Bref, moi je pense que ça a été effectivement un bienfait. Dans le même temps, là pour le coup, ça a exacerbé la concurrence au détriment du pavillon français, en faisant émerger des opérateurs ultra low cost. Et qu'a fait la Commission européenne?
elle n'a regardé que l'aspect concurrence économique. Elle n'a pas du tout regardé, et c'est un sujet actuel, elle n'a pas du tout regardé la concurrence, en tout cas le dumping social et fiscal qui s'exerçait en intra-européen. Ça a été vrai sur la route, ça a été vrai sur l'aérien. Et on est encore aujourd'hui, j'avais ce matin une vidéoconférence avec mon homologue allemand, on est encore en train aujourd'hui, sur ce sujet aérien, de concevoir les anticorps à une concurrence débridée pour qu'en sortie de crise, on n'ait pas ces opérateurs ultra low cost qui dominent le marché. Donc ça, c'est un vrai déficit de la Commission européenne. Et moi, je me bats pour qu'on fasse concurrence et évidemment équité sociale. C'est toujours la même chose et c'est la même discussion que j'ai eue il y a un mois avec votre collègue, M. Beaune. C'est-à-dire que vous passez votre temps, mais tous, c'est très impressionnant, ça dure depuis 92 et le fameux grand discours de Philippe Séguin, vous savez, sur Maastricht. En fait, si vous relisez ce discours-là, je l'ai fait pour un de mes livres il y a quelques années, donc ça m'a frappé, il avait tout annoncé. Bien sûr, et à l'époque, toute la classe politique, ou en tout cas une bonne partie, lui disait qu'il délirait, que c'était un anti-européen, que tout ce qu'il avait annoncé était scandaleux, etc., ne s'accomplirait pas. Et aujourd'hui, on a les mêmes, des gens comme vous, des gens comme tous les gens, les macroniens, qui évidemment étaient pour l'Europe, sont encore pour l'Europe, vantent les mérites de cette Union européenne, et qui nous disent « Ah ben oui, mais il y a des effets pervers, c'est terrible ». Mais il faudrait y penser avant, puisqu'il y avait des gens qui avaient refusé cette histoire et qui avaient refusé l'idéologie de la Commission. Mais alors là, on accepte, on se soumet, et puis finalement, après, on dit « Ah bah oui, il y a des effets pervers ». Mais il faudrait peut-être refuser à l'origine les décisions de la Commission européenne. Une vision béate sur le sujet. J'ai dit, il y a des vertus à cette européanisation ou cette libéralisation des transports. Les vertus, ça a permis à beaucoup de Français, notamment de la classe moyenne, de voyager. C'est plutôt une vertu. En revanche, il y a des travers. Pourquoi, vous savez. Moi, j'ai une approche assez concrète. Ça a aussi ruiné toutes les grandes villes touristiques. Je veux dire, ruiné au sens esthétique. Ça a mis en concurrence des collectivités. Non, mais surtout, on peut avoir ce sujet-là. Oui, enfin, on passe sur le tourisme, sur les ravages du tourisme de masse. C'est une autre discussion. Assez concrète. Si on parle simplement que du transport aérien, aujourd'hui, vous avez des opérateurs low cost qui font des choses absolument... qui contournent, qui optimisent le droit fiscal et social, c'est connu, mais qui font des choses du type l'emploi d'indépendants, par exemple, avec des contrats à 0 heure. Je parle de compagnies irlandaises qui emploient... Non, mais je veux dire, ça se régule facilement. S'il y a volonté politique, vous avez des gens dans ces compagnies qui ont des contrats 0 heure, comme ces boîtes étaient en grande croissance. En fait, le problème ne s'est jamais posé. Il y avait une croissance hyper structurée, ils embauchaient des personnes, ils ne les payaient pas beaucoup, mais les personnes étaient payées, ils faisaient de l'expérience, ils allaient se revendre dans les boîtes dites majors, les boîtes, pour le coup, historiquement dominantes. Ce mécanisme s'est complètement grippé. Et là, je pense que, pour le coup, instruit de la crise, si nous ne résolvons pas ce sujet de juste concurrence et d'équité sociale, alors, pour le coup, le système dysfonctionne. Mais je répète, vous passez votre temps, vous et les autres, à déplorer les effets dont vous chérissez les causes. Vous déplorez les effets de la politique que conduit l'Europe et que vous impose l'Europe et que la France ne conteste jamais. Et pire, que non seulement la France ne les conteste jamais, ça fait des décennies, mais les politique français et la haute administration française passent son temps à vouloir être le meilleur élève de ces délires européens. Donc on a une responsabilité propre qui est qu'on veut toujours en faire plus. Les Allemands sont beaucoup plus prudents, les autres sont beaucoup plus malins. Ils avancent petit à petit. On pourrait d'ailleurs prendre pour tous les sujets, l'agriculture, vous voyez, etc. Mais non, nous, on veut toujours être en tête, ça paraît toujours plus européen, etc. Et à chaque fois, on est là, et vous venez à la fin du match en disant « Ah bah oui, peut-être qu'on a fait une erreur et peut-être qu'on va corriger les effets pervers. » Moi, j'ai pas de vision sincèrement béate. Il y a une eurocratie. Souvent, les Français, d'ailleurs, dans les 20 dernières années, n'ont pas forcément envoyé les meilleurs à l'Europe. Moi, je l'ai vu faire, donc j'en parle en connaissance de cause. Ça, c'est les partis aussi qui les choisissaient. Non, mais bien sûr. Je parle pas tellement, d'ailleurs... Des élections européennes ? Non, je parle pas des élections. Vous parlez des administrations ? Je parle des administrations. Parce que souvent, c'était un poste où on envoyait des... Et évidemment, quand vous écrivez la norme, ça a des impacts très directement sur la façon dont s'exerce la concurrence. Il y a ce sujet-là. Moi, je pense qu'on doit avoir, sur tous ces sujets qui emportent quand même une dimension stratégique. On parle des transports, mais c'est vrai évidemment, a fortiori sur l'énergie, sur les secteurs régaliens, on doit avoir une stratégie nationale et européenne. Nationale de souveraineté, mais je dois dire qu'on utilise aussi bien l'Europe, avec Airbus, avec quelques grands champions nationaux, on pourra en parler. Bien sûr, on va en parler. Et que, évidemment, ça permet aussi... L'Europe est un amplificateur de puissance pour ces entreprises, parce qu'elles arrivent à capter des financements, à faire financer la recherche publique, et c'est d'ailleurs
comme ça que fonctionnent les Américains, comme ça que fonctionnent les Chinois, etc. Donc il ne faut pas non plus être dupe. Les Français, notamment les grands groupes, ont utilisé l'argent européen comme les autres, et c'est très bien. C'est nous qui payons l'argent européen. Et c'est très bien. On est contributeur net, monsieur Djebari. Non, mais bien sûr. Donc c'est notre argent. Il ne faut pas faire croire que l'Europe, ce n'est qu'un puissant fonds pour le contribuable français. J'ai pas dit ça. Il y a de l'argent qui revient. Non, ça a aussi permis. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Ce que je dis, c'est qu'il y a des normes, vous l'avez dit vous-même, et quand vous donnez un exemple, par exemple, vous dites Airbus, c'est formidable, etc. Et on a oublié que c'était nous, les Français, nous étions les meilleurs. Et nous avions avec... Non, justement. Nous avions... Parce qu'à chaque fois, on donne un exemple Airbus. On dit toujours, on veut un Airbus de ci, un Airbus du ferroviaire, un Airbus de machin, un Airbus de ceci. Et on oublie que Airbus n'est pas un vrai progrès pour les Français. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a oublié que jusqu'aux années 90, nous étions les meilleurs avec Thales et avec Lagardère, on représentait à peu près, par rapport aux Allemands, 70% de la production, des capacités, de la recherche, etc., et que les Allemands représentaient 30%, et que généreusement, pour faire Airbus, nous avons, c'était à l'époque M. Strauss-Kahn aux finances et M. Jospin, Premier ministre, nous avons généreusement accordé le 50-50 aux Allemands qui n'en demandaient pas tant. Ils étaient bien heureux, eux, ils sont arrivés à 50-50 alors qu'ils n'avaient que 30. Merci pour eux. Seulement aujourd'hui, il y a eu depuis M. Enders, patron d'Airbus, et qui a germanisé et américanisé la société. Du coup, on a été petit à petit, alors on garde évidemment les usines à Toulouse, mais on a été petit à petit mis de côté et on nous a pris notre compétence. Et ça, et on veut le généraliser à tous. Non, je suis en désaccord avec ça. Parce que la situation que vous décrivez, c'est une situation qui peut-être avait une pertinence il y a quelques années, mais aujourd'hui le patron, c'est Guillaume Faury. C'est plus Enders. On a quand même, on s'est toujours fabriqué intégralement un avion en France. Et bien j'ai pas dit le contraire. Et c'est une compétence. On a des champions comme Safran, comme Thales, comme Dassault. On fait pas tout construire en France. Hein. Non, il y a une partie en Angleterre, une partie en Allemagne, une partie en Espagne. Ça c'est l'optimisation industrielle. Mais on d'accord. Mais c'est pas tout en France. On finit le boulot en France. On assemble. Mais on a aussi évidemment sur les moteurs Safran, c'est 70% du marché long courrier. Moyen courrier, pardon. C'est 70% du marché. C'est un leader mondial. Mais je ne vous dis pas qu'on a tout abandonné. Non, mais je veux dire par là, c'est qu'on a aussi bénéficié, et on a même été, pour le coup, contesté, et les États-Unis nous ont posé des sanctions parce que justement l'Europe avait subventionné la recherche publique. On est donc en conflit avec les États-Unis. Bon, eux le font aussi. Donc, j'ai une autre question. Pas avoir une vision non plus trop comment dirais-je excusez-moi, pour Airbus, franchement, je trouve que on n'a pas eu une vision nationaliste et qu'on a eu tort. Alors, chacun s'est exprimé là-dessus. On va continuer un peu parce que, outre le transport ferroviaire, quels sont les secteurs, Monsieur le Ministre, les secteurs économiques sur lesquels l'État peut ou doit garder une certaine mainmise ? Alors moi, je le disais, je pense que l'État, dans ce monde un peu particulier, très ouvert à la concurrence internationale, doit avoir une stratégie nationale et européenne. Nationale d'abord et européenne ensuite, mais une stratégie nationale et européenne. Et évidemment, sur les sujets de souveraineté, la défense, la cybersécurité, l'industrie spatiale et aéronautique, les télécoms, les eaux et les déchets, bref, tout ce qu'on connaît comme étant les actifs stratégiques de la France. Et après, quand on a un marché mondial, c'est le cas de l'aéronautique. Demain, on sera face aux Chinois d'un côté, aux Américains de l'autre côté, sur la nouvelle génération d'avions. On a un intérêt objectif à agir en européen. Pour un autre exemple, la filière hydrogène qu'on est en train de monter en France. On aura, et on sait que les Chinois bossent très fort dessus, que les Américains ont énormément de liquidités à mettre dessus. Si on n'arrive pas, là, à amplifier notre puissance à l'aide des financements européens, à l'aide des compétences croisées européennes, notamment avec nos amis allemands, on a des intérêts qui sont conjugués, qui sont alignés sur le sujet, alors on sera beaucoup moins fort dans un marché qui, par nature, est mondialisé. Donc moi, je pense qu'il faut, en 2 mots, avoir une stratégie nationale, ce qu'on n'a pas, je le reconnais, toujours eu ces 20 dernières années, et européenne, parce que simplement, c'est un amplificateur de puissance et que ça nous permet de résister à des acteurs très financés et très bien organisés. Mais moi, j'aimerais bien que ce fût un amplificateur de puissance. Le problème, c'est que justement, ça ne l'est pas, et pour des raisons simples. C'est qu'il y a une rivalité entre les pays européens, en particulier entre la France et l'Allemagne. Vous dites, je vous ai donné l'exemple d'Airbus, mais on pourrait continuer. On pourrait continuer avec l'avion militaire, le SCAF, l'accord avec les Allemands, qui ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en vérité, les Allemands veulent nous piquer les compétences que Dassault a dans le pilotage d'avions, etc., et dans les commandes électroniques. Ce n'est que ça. Les Allemands veulent bien
faire des accords avec nous quand ils peuvent nous piquer les compétences qu'on a. Sinon, ça ne les intéresse pas, parce qu'ils sont très gros déjà. Ils n'ont pas besoin des autres pays. Nous ne sommes qu'un marché, et encore de moins en moins important, puisque la Chine devient de plus en plus important. Alors, oui, mais... d'abord, la politique, c'est le rapport de force, y compris avec ses partenaires. Oui, mais... Et donc, le rapport de force, quand vous avez des projets industriels de cette envergure-là, c'est évidemment le compromis pour que les intérêts de chacun soient alignés. Les Allemands, c'est intéressant sur un marché, l'automobile. Et vous avez raison de dire que jusqu'à maintenant, ils sont encore très tournés vers le marché chinois, parce que jusqu'à présent, ils sont dominants sur la berline de luxe, pour le dire comme ça. Mais on sait très bien que c'est leur corne d'abondance. Bien sûr, mais dans 5-6 ans, en vérité, les Chinois sauront produire des BMW. Et le sujet pour l'Allemagne, et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas tout à fait étranger à ce qui se passe maintenant, c'est de savoir si elle ne devra pas, ou elle n'aura pas un intérêt exacerbé à se recentrer sur le marché européen. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils nous sauvent avec leur emprunt commun. Moi, je ne suis Ils pas sauvent du tout l'Italie et la sur le France. sujet. C'est le rapport de force, les intérêts bien compris. On est évidemment deux grandes puissances européennes. On a des intérêts conjugués sur un certain nombre de sujets. Monsieur le ministre, en étant international. clair, ils ne nous piquent pas, parce qu'ils le disent assez souvent, ils ne nous piquent pas un peu de notre industrie, les Allemands? En tout cas, nos rares compétences. Par rapport à eux, parce qu'ils en ont des énormes. Nos compétences. Sans trahir de secret, quand vous êtes en soutien de sans contrats langue de bois, français, non mais sans langue de bois, quand vous êtes en soutien de contrats dans mon industrie, l'industrie des transports, quand vous êtes en concurrence à l'international pour des marchés, je sais pas, russes ou asiatiques, bien souvent vous avez en face de vous un Chinois et des Allemands. Oui. Bien souvent. Et en termes de prix, en général, les Chinois sont beaucoup moins chers et les Allemands sont à peu près dans nos prix. Mais c'est vrai que ils ont des capacités financières qui sont un peu supérieures aux nôtres, d'où l'idée pour nous, dans notre plan de relance, d'arriver à amortir suffisamment la crise, d'investir suffisamment dans l'économie de demain pour pas qu'on ait une Allemagne très forte dans l'Europe. Historiquement, ça n'a jamais porté beaucoup bien chance, et que la France ne soit pas décrochée. Parce qu'on sait que les pays du Sud auront des difficultés. Mais monsieur Djebari, on est déjà décroché, pardonnez-moi. Mais on est déjà décroché, c'est une catastrophe. Vous avez vu nos chiffres de balance commerciale. On a un déficit, je crois, à 80 milliards. Les Allemands ont des excédents à 200 milliards. Mais on joue plus dans la même cour, là, c'est terminé. Encore une fois, parce qu'ils ont très largement bénéficié de l'ouverture du marché chinois. Mais parce que nous, à part... Mais justement, il y a deux choses. Vous avez raison, de toute façon, ils ont une machine industrielle. Depuis la fin du 19e siècle, ils ont une machine industrielle extraordinaire, qu'on n'a jamais pu concurrencer en vérité, qui a d'abord écrasé l'anglaise, qui a toujours dominé la française, sa seule rivale étant l'américaine. D'ailleurs, il faut être honnête, et c'est surtout pour ça que les Américains sont venus nous aider 2 fois pour les écraser. Mais enfin, c'est un autre sujet. De choix politiques français. Bien sûr. Les Français ont bien souvent inventé, ils ont inventé le... Mais bien sûr, on est tout à fait d'accord. Mais enfin, les Allemands aussi ont inventé beaucoup, soyons honnêtes. Bien sûr, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, en plus, on se met des balles dans le pied en permanence. On a, et alors vous êtes ministre du Transport, donc c'est intéressant, on a quelques rares domaines où on est les meilleurs. Le nucléaire, l'aéronautique, j'en parlais tout à l'heure, l'automobile, on était très bon. On n'était pas les meilleurs, les Allemands ont toujours été les meilleurs, mais on était très bons. On avait donc ces domaines-là, et on passe notre temps à coup de lois climat, des normes, etc., de les démolir. On avait l'industrie automobile très forte en diesel, très forte en moteur thermique, et on impose l'électrique, alors qu'on sait bien qu'on importe 80%. Qu'on importe nos batteries électriques qui représentent 80% du prix de la voiture. Merci pour l'industrie automobile française. On a... J'ai un contre-argument pour ça, mais d'accord, mais je finis. On a le ferroviaire, je l'ai dit, on a abandonné complètement toute idée de préférence nationale dans les commandes publiques. Moi, ça me frappe. On ne privilégie jamais Alstom. On a vu la région Île-de-France préférer Bombardier et son allié espagnol. Alors, heureusement, depuis, on a racheté Bombardier. Bon, ça règle les problèmes. Mais vous voyez, on ne permet jamais ça. Et alors, si je veux dire, la cerise sur le gâteau, là, c'est avec l'aéronautique. On a un domaine qui est quand même fort, qui est sinistré à cause du Covid. Et qu'est-ce qu'on fait ? On estime, on ferme les petites lignes, soi-disant pour privilégier le train. En vérité, vous le savez très bien comme moi, que les gens prendront leur voiture parce qu'ils trouveront le train trop cher, etc., etc. Donc à chaque fois qu'on a un système privilégié, on le démolit. Je ne vous parle pas du nucléaire parce que ce n'est pas dans votre compétence, mais alors là, c'est vraiment on peut parler du nucléaire sur, par exemple, le sujet hydrogène. Sur l'hydrogène, on a 2 sujets. On a le sujet de savoir ce qui roulera à l'hydrogène, ou comment on décarbonera l'industrie à l'hydrogène, et on a le sujet de la production. Et dans la production de l'hydrogène, il y a 2 façons de le faire pour aller vite. Il y a avec les énergies renouvelables
et avec l'électricité d'origine nucléaire. Donc un des choix stratégiques de la France sera de savoir si effectivement on utilise nos centrales nucléaires pour produire massivement et de façon décentralisée de l'hydrogène pour être leader en Europe. Et c'est pour ça qu'on ferme Fessenheim et qu'on réduit la part du nucléaire. Ce sera un sujet là, oui, de planification, de choix politique qui sera extrêmement important et dimensionnant. Sur le sujet automobile, moi je pense que l'histoire parfois effectivement fait des va-et-vient. On a effectivement loupé le haut de gamme, la berline haut de gamme diesel. Oui. On a loupé, les Allemands. On est plutôt pas mal positionné sur l'hybride et le véhicule électrique et on va dire l'urbain, le périurbain. Il faudra voir si on arrive non seulement, à rapatrier de l'activité industrielle, c'est en cours, et deux, on a quand même beaucoup de recherches qui se font sur de nouvelles générations de batteries qu'on pourrait internaliser avec beaucoup moins de métaux rares. Non mais vraiment, et là, oui, mais là, je c'est crois, dur. Mais on a des batteries. Pour l'instant, vous m'accordez qu'on importe tout de Chine. Pour l'instant, les batteries, très largement. Très largement. Okay. Mais moi je vois au moment, moi je suis pas, suis pas prophète. Ouais, mais du coup il faut. C'est comme l'éolien et compagnie, c'est comme le solaire et tout ça. Tout ça on importe de Chine. Alors qu'on avait l'industrie nucléaire qui était très bien. Les nouvelles générations de batteries, possiblement demain, sont des batteries solides dans lesquelles on arrive, dans lesquelles on a des expertises. C'est toujours demain. Non, mais demain c'est. Et puis ça sera avec les Allemands, et puis ça sera avec ceci, ça sera avec cela. Dans un moment de l'histoire où sincèrement, d'ailleurs. C'est pour ça que moi j'avais accueilli avec beaucoup de plaisir la nomination d'un haut commissaire au plan, parce que ça permet aussi de redonner de la perspective sur ces sujets hautement stratégiques et de se définir des stratégies pour 5, 10, 15, 20 ans. Et enfin sur Alstom, ça reste un leader mondial incontesté du ferroviaire, qui gagne beaucoup de contrats à l'étranger et à l'international, qui est d'une taille très largement compétitive face aux adversaires chinois notamment. Et Alstom, encore une fois, n'a pas du tout de politique naïve à l'international et est très largement soutenu par la France. M. Djebbari, c'est quand même cet Alstom dont vous faites l'éloge que M. Macron a bazardé toute la partie qu'il a donnée à General Electric quand il était à l'Élysée et que là, il était prêt à donner à Siemens. C'est Mme Verstager, c'est l'hommage du vice à la vertu, qui nous a sauvés des pattes de Siemens. Accordez-moi que là, l'engagement européen de M. Macron et des élites françaises est allé loin. Je vous dis, c'est Mme Verstager qui nous a sauvés avec des critères, comme d'habitude, à la Commission de la concurrence, etc. Vous ne pouvez pas dire deux choses différentes. Vous dites, d'un côté, on est naïf sur le plan industriel et on n'arrive pas à consolider nos champions pour aller attaquer les marchés mondiaux. Non, je ne dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis qu'on leur met des normes, des contraintes insupportables. Par exemple, Mme Vestager, et alors pour le coup, l'ancienne commission, moi je suis en désaccord avec cette décision. Pourquoi ? Parce que Alstom et Siemens voulaient créer, je caricature un peu, mais un champion de la signalisation ferroviaire. Bon. Pour aller... L'Airbus du ferroviaire. Non, pas l'Airbus, un champion, mais deux boîtes parfaitement créées. Un champion européen. Pour aller essentiellement concurrencer les Chinois, qui sont devenus très gros. On a décidé que le marché pertinent, l'appréciation de la Commission européenne, le marché pertinent était de l'Europe, ce qui n'était pas le cas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en concurrence avec les Chinois sur ces marchés. Et donc, on n'a pas permis ce rapprochement, ce partenariat, cette fusion, et on s'est, ce faisant, un peu affaibli sur le marché international. C'est toujours l'argument qu'on sort. La crainte des Chinois. Je remarque c'est une réalité que je dis pas que ça n'existe pas. Ils font tout, ils font les infras. Je dis pas que ça n'existe pas. Ils prennent aussi le contrôle de l'actif stratégique. Je dis pas que ça n'existe pas. Je suis d'accord. Mais il n'empêche que dans ce cas précis, c'était Alstom qui était mangé par Siemens. Et vous le savez très bien, et tout le monde le savait. Et les gens chez Alstom étaient terrorisés par cette idée-là. Et donc, je vous dis, c'est quand même les élites françaises qui étaient prêtes à donner Alstom à Siemens. C'est aussi deux modèles très différents, parce qu'Alstom a un modèle très territorialisé. Enfin, on pourrait avoir la discussion pendant très longtemps. Un modèle très territorialisé versus juste pour Siemens. finir ce chapitre sur, justement, est-ce qu'on peut croire encore aux champions européens après, justement, l'échec de cette fusion ? Mais d'abord, on en a des champions européens. Alors. On en a cité quelques-uns. On a cité Airbus, évidemment, Safran, Thales, Dassault. On en a des champions européens, y compris d'ailleurs dans d'autres industries, dans la banque, dans les assurances. On a des champions européens. Ce sont des champions français. Ah non, mais attendez. Il y a Maldon sur la question, je crois. Vous dites, on a des champions français de niveau européen, voire mondial. Et Christine vous demande si on peut avoir des champions européens qui mélangent tous les pays, comme Airbus. Mais moi, on est d'accord. Oui, c'est ça. Je vous prends un exemple, pour être concret, puisqu'on parlait de ferroviaire. Aujourd'hui, on a, sur notamment les trains de nuit, un manque de wagons au niveau européen. Ressources rares, on n'a pas de wagons. On sait que ces marchés-là, ils sont importants. Il y a un plan de relance français, il y a un plan de relance européen. À ce moment-là, ça paraît pertinent de se dire qu'avec notamment nos amis allemands, peut-être les Suisses, peut-être les Autrichiens, on peut fonder une co-entreprise française qui a vocation... co-entreprise européenne, qui a vocation à adresser les différents marchés domestiques, le marché européen, et peut-être
à aller exporter son savoir-faire. Il y a une logique industrielle, il y a une logique de service, il y a un modèle économique. Et donc oui, on peut créer de nouveaux champions européens. Sur la filière hydrogène, c'est pareil. A priori, on sait à peu près tout faire. On a une filière nucléaire, beaucoup de compétences. On sait faire des électrolyseurs. Une boîte qui s'appelle McPhy qui fait ça, c'est une boîte française, nouvellement cotée. Potentiel incroyable. On a des gros acteurs consommateurs aujourd'hui d'électricité, demain d'hydrogène. La SNCF en est un, les navires possiblement, demain les bus, les cars. Donc on sait assez rapidement, avec nos atouts, nos compétences, et possiblement en partenariat avec d'autres, créer des champions européens pour ensuite attaquer des marchés à l'extérieur de l'Europe. Donc moi, j'y crois évidemment beaucoup. Comme demain, dit Éric Zemmour. L'industrie, c'est toujours un peu il nous reste 20 minutes, Bon, messieurs. allez, on passe à autre chose. Allez, d'accord. Très bien, oui, c'est pas grave. D'accord. En tout cas, on a compris On a compris l'essentiel de notre désaccord. Alors, maintenant, notre dernière partie. Pour permettre, Monsieur le ministre, à la France de briller économiquement, je le disais en titre, il faut que de jeunes Français puissent se former, devenir l'élite de demain. Comment faire? Comment réactiver cet ascenseur social qui est en panne? Je pense qu'il y a deux sujets dans ce que vous dites. Il y a le sujet de l'élite. Et on a eu une élite en France hier qui a créé tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, l'automobile, l'avion, etc. Absolument. Et si vous allez visiter aujourd'hui le plateau de Saclay ou d'autres pôles de compétitivité, vous avez des chercheurs de très haut niveau sur les sujets de demain. Par l'hydrogène, le calcul quantique, l'intelligence artificielle, la biomédecine, enfin bref, vous avez des chercheurs de très très haut niveau. Le sujet, c'est de les retenir en France. Moi, je l'ai vécu familialement. Ma sœur est chercheuse, elle a fait 12 ans d'études, elle était 2 fois plus payée au Royaume-Uni qu'en France. Donc il y a un sujet de rémunération des chercheurs, de rétention et de la capacité aussi à convertir le travail de recherche en opportunités économiques. Il faut avouer que d'autres pays le font de façon peut-être plus protestante, plus naturelle. Le deuxième sujet, c'est l'ascenseur social. Et là, si je caricature un peu, vous avez un ascenseur qui met quand même beaucoup plus de temps à être gravi qu'avant. Je crois qu'en moyenne, encore 30-40 ans, en 2 générations et demie, vous arriviez à partir du bas et à arriver tout en haut. C'était l'école, la méritocratie, les concours, etc. Aujourd'hui, c'est 6 générations. Et globalement, vous avez toujours les mêmes qui restent en bas et toujours les mêmes qui restent en haut. Ça ne brasse pas assez. Ça renvoie au sujet des grandes écoles, la reproduction des élites. Enfin, j'étale là des banalités, mais c'est évidemment un vrai sujet extraordinairement structurel. Je pense que ça a des causes profondes. Il y a un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la fin d'une France industrielle, la très grande dévalorisation des travaux manuels, de l'apprentissage, et finalement une société de services qui s'est retrouvée avec des jeunes qui souvent sortaient avec des diplômes qui ne les protégeaient plus et qui en même temps n'adressaient pas vraiment l'ensemble des opportunités économiques qui naissaient. Donc on a eu l'ensemble de cette séquence sur laquelle il faut refonder les bases, c'est-à-dire avoir des formations et des personnes qui sont formées au métier de demain, et puis évidemment s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire les inégalités qui se forment au plus jeune âge. On sait très bien que c'est évidemment à la fois l'école, c'est évidemment les sujets d'équité territoriale vis-à-vis de l'école, et c'est aussi le sujet des familles. On sait très bien que quand vous avez des inégalités de capital, culturel ou financier, ça conditionne quand même très largement votre destin, et que l'école qui corrigeait assez bien avant ces inégalités, aujourd'hui peine à le faire, raison pour laquelle Jean-Michel Blanquer a engagé toutes ces réformes sur le dédoublement que vous connaissez très bien. Alors, plusieurs sujets, effectivement. Allons vite. Vous avez raison pour les chercheurs qui ne sont pas assez payés en France. Même si ce n'est pas leur seul but dans la vie. Mais il n'empêche que, et c'est évident, qu'on ne met pas assez d'argent dans la recherche, qu'on ne soigne pas assez nos chercheurs, qu'on ne devrait pas, comme ça, permettre qu'ils partent dans tous les pays, qu'on devrait se battre pour qu'ils restent chez nous, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le dernier épisode des vaccins est une honte pour la France. Nous sommes le seul pays du membre du Conseil de sécurité à ne pas avoir fabriqué son propre vaccin. C'est honteux pour la France, excusez-moi, c'est une marque de déclin, mais absolument incroyable. Maintenant, on est quand même là-dessus. Bon, je connais votre point de vue. Je pense qu'il y a quand même un sujet... c'est factuel, vous êtes d'accord. On est le seul pays, il y a le russe, les chinois, l'américain, l'anglais. Sanofi n'a pas encore produit de vaccin, probablement qu'il produira des vaccins à compter de l'été prochain, et que dans quelques mois... Toujours demain. Ok. Mais dans quelques mois, rétrospectivement, on se dira quand même qu'on a réussi à l'échelle mondiale à produire plusieurs milliards de vaccins en un temps quand même record, et y compris Sanofi versus d'autres. On aura peut-être une vision un peu apaisée de tout ça. Non, le sujet, c'est de savoir si... Apaisé, moi je trouve ça humiliant. Excusez-moi, je ne suis pas apaisé. Mais bon, pas grave. Moi je trouve ça humiliant pour la France. Je partage votre goût de la conquête. Je ne veux pas qu'on soit ici, en désaccord. Ce que je veux dire par là, c'est de savoir si par exemple Sanofi est aujourd'hui stratégiquement sur les filières de demain. Je prends un exemple, les traitements anti-cancer.
Vous avez aujourd'hui sur les traitements anticancers de précision, vous avez aujourd'hui les mêmes. Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Moi, ce que je souhaite, c'est que la France, sur tous ces sujets, qui honnêtement en plus touchent la santé et des caractères, et ont un caractère hautement stratégique, que les grandes industries françaises, qui bénéficient par ailleurs de la recherche publique, de la très haute compétence des personnes qui sont formées dans nos écoles, soient sur les bonnes filières stratégiques, avec les bonnes stratégies. On pourrait vous poser une autre question, c'est est-ce que Sanofi est encore français? Mais ça nous mènerait trop loin comme discussion. Maintenant, vous parlez de l'ascenseur social. Moi, d'abord, je trouve cette expression un peu ridicule. Ça a toujours été difficile, en vérité, de progresser socialement. Il a fallu toujours plusieurs générations. Pompidou, normalien et président de la République, n'était pas, en vérité, fils de paysan. Il était petit-fils de paysan. Et entre les deux, il y a le stade de prof. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui. On l'oublie quand on dit que ce sont les privilégiés qui vont dans les grandes écoles. Je l'ai déjà dit ici, 50% à peu près en moyenne de toutes les grandes écoles sont des enfants de profs. Ce ne sont pas des privilégiés. Simplement, les profs privilégient, si je puis me permettre cette répétition, l'éducation dans leurs enfants, chez leurs enfants. Ils insistent pour qu'ils aient des bons résultats scolaires, ce que ne font pas d'autres parents. Donc je pense que il y a aucune raison de les ostraciser et de dire que ce sont des enfants de privilégiés parce qu'ils font de meilleures études que les autres. Non, je suis désolé. Et il n'y a aucune raison de faire des passe-droits comme on le fait depuis des années pour des gens qui ne sont pas aussi bons qu'eux à l'école. Il n'y a aucune raison. Je trouve ça, c'est contraire à la méritocratie républicaine. Mais c'est pas le problème. Vous savez très bien que c'est ça la question. Parce que je prolonge votre réflexion. Mais moi, j'interromps la vôtre. La promesse républicaine, c'est de se dire que où qu'on naisse en France, et quelles que soient finalement nos conditions sociales de base, capital, industriel, économique, financier, culturel, c'est que l'école peut nous permettre. Moi, j'ai une famille modeste, 4 enfants, on s'en est tous plutôt pas trop mal tirés, et c'est l'école qui nous a. Non mais et vous étiez pas sur Louis XIV, hein? Non mais on avait des parents attentifs, mères très attentives, exigeantes, pas profs. Et l'école nous a permis. Voilà. Mais monsieur Djebbari, attendez. Je vous corrige sur la. Pardonnez-moi, je suis pas d'accord avec vous sur la définition de la promesse républicaine. C'est pour ça que je me permets de vous interrompre. La promesse républicaine, qu'est-ce que c'est? C'est face à la monarchie. Et la monarchie, qu'est-ce que c'était? C'était l'aristocratie qui, par la naissance, avait le droit à certains postes, à certains rôles, que les autres, même les plus méritants, enfin c'est le mariage de Figaro, quoi. Vous vous êtes donné la peine de naître. La promesse républicaine, c'est les meilleurs, quelles que soient leurs conditions sociales, peuvent aller à tous les postes. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas, quelle que soit ma situation sociale, géographique et tout, j'ai le droit à tout. Non. C'est seulement si tu es le meilleur. Mais c'est l'école. Et c'est l'école. C'est déséquilibre de naissance. Non. Je pense que c'est vraiment une vocation de l'école. Non. L'école n'est pas là pour corriger les inégalités sociales. L'école est là pour sélectionner les meilleurs. Et deuxièmement, je pense que si elle le faisait mieux avant, ça je vous l'accorde volontiers, pourquoi ? Mais parce qu'on a ruiné l'école. Avec des méthodes modernes, avec des méthodes pédagogistes, on a renoncé aux méthodes anciennes qu'on a ridiculisées, le par cœur, la méthode syllabique, etc. Je vous en passe et des meilleurs, qui en vérité étaient les meilleurs, qui faisaient de l'école française un modèle et qui aujourd'hui ont été abandonnés, alors que les Asiatiques, qui sont en tête de tous les classements PISA et compagnie, eux ont gardé ces anciennes méthodes. Puis par ailleurs, on a subi une invasion migratoire énorme avec des élèves qui souvent sont de milieux socioculturels très faibles et donc évidemment ça plombe tous nos résultats. Il n'y a qu'à voir le niveau dans les écoles de banlieue par rapport au niveau des écoles parisiennes. J'assume complètement le désaccord sur ce sujet. Si je prends une image, moi je pense que dans une course, le but de l'école, c'est de nous mettre au moins tous sur la même ligne de départ. Vous voyez, il y en a qui sont un petit peu devant, d'autres qui sont un petit peu derrière. Et ça n'empêche pas d'avoir la course d'avoir lieu. Et ça n'empêche pas à chacun, au gré de ses performances, de ses capacités, on n'est pas d'accord de gagner. Parce que ça, mais au moins, c'est pas l'égalitarisme, ça. Hein. Non, si. Ça, c'est je vais vous dire, vous savez ce que c'est. L'égalitarisme. Je vais vous dire ce que c'est, ça, ce que vous dites, exactement. Parce que j'ai beaucoup de profs qui m'ont très bien expliqué. Ce sont les méthodes modernes. En 2 mots. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les cours? On refuse de faire des classes de niveau. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les meilleurs élèves passent leur temps à expliquer aux nuls.
Et donc, les meilleurs élèves ne progressent plus, et les nuls ne progressent pas non plus, parce que c'est plus le prof qui s'occupe d'eux, parce qu'ils sont trop nuls. C'est ça, aujourd'hui, l'école d'aujourd'hui. Mais si et votre c'est ça schéma- que vous défendez. Non, parce non, que mais si votre schéma c'est était ça que vous Si votre défendez. schéma était une réalité aujourd'hui, vous n'auriez pas cette très grande polarisation entre les grandes écoles. Non, mais vous n'auriez pas cette très grande polarisation entre l'université et les grandes écoles, qui, très largement d'ailleurs, détermine le parcours, la grille de rémunération, etc. etc. Ce que Monsieur vous décrivez fonctionne toujours. Non. La Monsieur concurrence, Djibari, elle est non. exacerbée. La seule différence Il nous reste avec 10 avant, minutes pour information. 10 c'est bonnes que minutes. la massification de l'enseignement, des diplômes, le diplôme protège moins qu'avant. Dans une économie, et je pense qu'un des sujets est là, probablement, parce qu'aussi on a, et Mirabeau le disait, hein, la France est une cascade de mépris, parce qu'on a méprisé des emplois, parce qu'ils étaient... Ça, je suis d'accord avec vous. et qu'on a fait des erreurs Ça, absolument c'est pour stratégiques. l'apprentissage. Pas que les travaux manuels. Eh pas ben oui, que c'est l'apprentissage. Soyons... Aujourd'hui, il vaut mieux être plombier, Voilà. avoir sa petite boîte dans Paris. Non, mais tout ça, là, je suis d'accord avec vous. Que d'être Mais ingénieur. en revanche, sortir à pour les 1800 autres, balles. même, vous savez que même le niveau en classe prépa affaiblit. Et regardez nos résultats, ils sont catastrophiques. Mais si À la c'était fois vrai, nos tout résultats ça- dans le classement PISA, on s'est effondré, et vous le savez très bien. Mais il y a un autre classement que mon ami Jean-Pierre Robin dans le Figaro a relevé. Un autre classement au CDE qui est le j'ai noté, excusez-moi, le PIAC. P-I-A-A-C. Et c'est les adultes. Vous connaissez le principe, mais je l'explique pour les gens. On prend 5000... Les gens, c'est moi. Non, les gens, c'est les Je vous téléspectateurs. taquine. Après, j'ai une dernière question. Voilà, Il très reste bien. 9 minutes. Et ce sont des adultes et on vérifie leur capacité de lecture et en calcul. Vous savez combien on est ? On est 26e, monsieur Djebari, sur J'ai 38 jusqu'à pays de l'OCDE. Les Japonais sont premiers. Et moi, c'est ce que j'appelle C'est attaquer lamentable. le mal à la- Laissez-le. Non, mais il c'est vous- quand même, il faut arrêter de se gargariser, quoi. On s'est effondré. 2 points. D'abord, c'est un constat. Il est probablement objectif. Ah, je vous assure, Et- les et chiffres politiquement, sont... il faut agir. Ah oui. Et donc attaquer le mal à la racine. Oui. Deuxième élément, sur l'élite. Nos élites intellectuelles, scientifiques, financières sont demandées partout dans le monde. Il y a des Français, et ce que vous disiez du cas Sanofi, on a des Français qui occupent des postes éminents, justement parce que les filières d'excellence en France Oui. continuent à former de... C'est une infime minorité. De et très, ça, très haut et ça niveau. affaiblit, je vous assure que ça s'affaiblit. On bénéficie parce que moi, de j'observe sur l'excellence d'avant. Et c'est de moins en moins vrai, je vous assure. Moi, c'est Et pas ce si que vous me dites j'observe. il faut rétablir, oui, il faut rétablir avec les méthodes anciennes en vérité. Et ce que ne fait pas M. Blanquer, j'ai cru, moi, comme tout le monde, que son discours permettrait ça, mais en fait, il ne le fait pas. Et Et moi, je pense qu'il on ne faut faire rétablit pas l'école d'avant, que, je répète, qui est en fait l'école la plus moderne, puisque les Asiatiques nous le prouvent. Mais c'est un désaccord entre nous. Vous pensez qu'il faut la méritocratie et la course à l'excellence. Oui. Moi, je pense qu'il faut l'égalité et la méritocratie. Vous pensez que l'école doit compenser les inégalités Ah, mais sociales. je suis Moi, pas je sûr- pense qu'elle je doit suis- sélectionner les meilleurs. Non, je pense, Ça fait un je désaccord pense de qu'elle doit fond, je faire suis les d'accord deux. avec vous. Je pense qu'elle doit faire les deux. En même temps, si je puis dire. En même temps. Alors, messieurs, une dernière question pour les 7 minutes qui nous restent. L'islamo-gauchisme est actuellement pointé par la ministre de l'Enseignement supérieur comme un des ennemis de l'université française. Qu'est-ce que l'islamo-gauchisme, monsieur le ministre, et comment lutter contre, selon vous ? Bon, d'abord, c'est vrai qu'il y a un sujet de définition. Moi, je sais pas si C'est tout l'islamo-gauchisme, le problème. c'est la tentation, finalement, pour une partie de l'extrême gauche de capter un nouveau prolétariat qui serait la population immigrée d'origine arabo-musulmane. Je comprends que c'est à peu près ça la définition officielle. Ou si le sujet caché derrière tout ça, c'est l'islam en France qui gangrénerait la société, etc. Je ne sais pas si c'est ça. En revanche, ce que moi j'observe dans mon secteur des transports, parce que vous savez qu'on a de grandes entreprises publiques, la RATP, la SNCF, qui recrutent beaucoup de personnes, notamment issues de l'immigration d'origine arabo-musulmane. Et donc on est absolument intransigeant, à la fois sur les atteintes à la laïcité et sur la détection, puisque c'est peut-être le sujet sous-jacent, de phénomènes de radicalisation islamiste. Moi, je peux vous donner des chiffres, parce qu'on en a. Depuis 2016, toutes les personnes qui rentrent à la RATP sont criblées. Les fichiers, fichiers S, etc. Toutes. Et c'est plusieurs milliers de personnes par an. On a entre 1,5 et 2% de personnes de candidats qui sont récusés pour des motifs de radicalisation présumée. Donc ça existe, et c'est un phénomène. On parle là de la région parisienne, donc de territoires qui sont possiblement un peu compliqués. Ça existe, ces chiffres sont assez stables, et ça reste des chiffres qui sont, vous en conviendrez, assez minoritaires. Donc moi je ne sais pas de quel sujet vous voulez parler. Si vraiment c'est l'islamo-gauchisme au sens l'extrême gauche qui aurait utilisé un nouveau C'est- prolétariat, je ne suis pas sûr que ce mouvement-là soit particulièrement un succès dans les urnes.
si on prend ça comme Vous parlez des urnes pour l'instant. Non, parce qu'on peut Je parler parle de des urnes différentes parce que choses. Hein. Attendez. Comme Alors, vous, je pense que j'ai observé des complaisances, des compromissions d'une partie de la gauche avec l'islam politique, pour le dire comme les ça un islamistes. peu. Ouais. Voilà. Ça a été vrai, c'est toujours vrai, ça a été des politiques parfois clientélistes, électoralistes, mais je n'observe pas que cette frange politique-là soit aujourd'hui très dominante, ni dans le débat public, ni dans les résultats électoraux. Ah, Éric faut Zemmour. distinguer d'après moi. Alors d'abord, l'islamo-gauchisme, vous avez raison, c'est la tentation de la gauche et de l'extrême gauche d'avoir un prolétariat de substitution. En fait, c'est une thèse qui a été remise au goût du jour par un Anglais, Chris Harman, le prophète et le prolétariat, et qui explique exactement ça. Je crois que c'est les années 94-95, peu importe. C'était d'ailleurs une vieille thèse de Lénine lui-même, le fameux congrès de Bakou en 1920, mais à l'époque, il y avait une vraie classe ouvrière. Mais c'était déjà une alliance contre l'Occident et contre les pays colonisateurs à l'époque. Bref, donc c'est une constante. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a, parce que vous parlez des urnes, mais moi je vous parle de l'université au départ. Parce que je connais moins bien que vous. Donc Comment ? Moi, j'ai parlé des transports parce que je connais bien. Oui, ce mais qui on va s'y passe, en parler, ouais. si vous voulez. Oui, mais dans l'université, c'est évident qu'il y a aujourd'hui d'innombrables, on en a parlé dans l'émission, d'innombrables universités, même les grandes écoles, qui sont infestées par cet islamo-gauchisme, avec d'innombrables thèses sur... parce qu'il y a des alliances aussi, vous savez bien. Il y a en fait des alliances qui se sont produites entre, les islamistes, 2, les gauchistes, et 3, les mouvements minoritaires, féministes, LGBT, etc. Et tout ça s'est assemblé pour multiplier les théories victimaires. Il y aurait des catégories de victimes éternelles qui seraient les immigrés arabes, les immigrés africains, les noirs, les femmes, les homosexuels, et le grand méchant prédateur qui serait l'homme blanc hétérosexuel. Voilà, donc catholique si c'est encore mieux. Et puis voilà. Donc ça existe. Je peux vous donner, vous avais apporté. Il y a, par exemple, pour l'écriture inclusive. Vous vous souvenez que le Premier ministre Édouard Philippe avait interdit l'utilisation, en tout cas par circulaire. Bon, tout le monde s'en fout, je tiens à vous le dire. Édouard Philippe, il peut aller se rhabiller. J'ai vu des consignes pour l'épreuve de 2e année de sociologie. Et il y a écrit, je vous montrerai le papier que j'ai, l'écriture inclusive est encouragée. Un demi-point bonus sera attribué pour ceux qui tentent de l'utiliser. Je ne vous parle pas de Sciences Po, avec les innombrables conférences sur... j'avais noté, le 3 mars, il y aura l'épreuve... L'épreuve de la discrimination, enquête dans les quartiers populaires. Le 16 février, il y a eu approche postcoloniale et théorie critique. Le 26 février, il y a eu comment penser le droit anarchiste. Enfin, vous voyez, c'est une évidence. Pardonnez-moi, votre collègue, Madame Vidal, prend très cher en ce moment, mais elle a dit des choses évidentes que ne veulent pas voir, évidemment, ni les gauchistes, ni les islamistes qui sont bien contents de cette alliance. Maintenant, vous parliez des transports. Voilà, alors là, parce que c'est un peu sa casquette. Et oui, mais je comprends. Et il dit que c'est minoritaire. Je comprends. Il dit que c'est minoritaire. C'est même, si je vous entends, avec vos chiffres de 1 ou 2%, c'est pas minoritaire, c'est microscopique. Et en vérité... c'est pas microscopique, 2% c'est 2%. Oui, d'accord, enfin, vous allez faire rire les gens. Quelques dizaines. Vous allez faire rire les gens, parce que tout le monde sait qu'il y a eu depuis les années 90, la RATP par exemple, a été infestée d'islamistes, de barbus, qui refusaient de serrer la main des femmes, qui refusaient de s'asseoir même sur un siège parce qu'il y avait eu une conductrice avant. Vous savez très bien que ça a défrayé la chronique. Non, alors pour le coup, on est hyper vigilant sur ces sujets. Moi, on pourra regarder ensemble, je montrerai les chiffres que nous avons, les cas que nous avons. Nous avons référencé les cas, effectivement, de dérive, de non-respect de la neutralité, de la laïcité, etc. Ces cas, on les compte quand même, c'est quelques dizaines. Oui, mais parce que les gens n'osent pas, vous savez très bien. Non, sincèrement, il y a... Monsieur le Vraiment, ministre, si je peux me ça permettre, aboutit d'ailleurs à des licenciements. Il n'y a pas un décalage, il nous reste 2 minutes, Ouais. 1 minute 30. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un décalage entre les chiffres, comme le dit Éric Zemmour, et le ressenti et les cas concrets sur le terrain? C'est une question. Décalage, puisque là, en fait, c'est pas que le sujet des transports, c'est le sujet de la société en général. perception de la société. Bien sûr. Moi, j'ai un décalage sur la perception. Je comprends qu'Éric Zemmour défend un islam politique conquérant dans la société. Ah, moi, je défends rien du tout. Moi, je constate, vous savez. Cette thèse-là, ou en tout cas analyse ou constate. Moi, sincèrement, quand je parle à des jeunes de quartiers populaires issus d'origine arabo-musulmane, par exemple, j'ai quand même beaucoup de jeunes qui me disent vouloir en sortir de ces quartiers. J'ai quand même beaucoup de jeunes qui ne sont pas sous l'influence de théories, de Daesh. Vous voyez, ils sont beaucoup plus sous l'influence de McFly et Carlito que réellement d'Hassan al-Banna.
Hein. Et sincèrement, j'ai l'impression, et d'ailleurs je pense que quand ils allument la télé et qu'ils voient systématiquement ce genre de commentaires, effectivement ça les recule un petit peu, possiblement, de ce qu'ils considèrent comme étant, comment dirais-je, l'attention de la République à leur égard. Voilà. On rallonge de 2-3 minutes, on prend le temps. Je pense que... Regardez le témoignage, je prendrai un exemple simple, de monsieur le maire à Trappes. Oui. Le professeur, regardez ce qu'il dit, regardez ses interviews, quand il vous dit qu'à Trappes, on n'est plus en France et qu'il y a une civilisation extérieure à la France qui a pris le dessus, avec des mœurs qui ne sont pas françaises, pour la vie avec les femmes, pour les modes de relation entre les gens, pour le rapport à la religion. Et des trappes, il y en a des dizaines. Pardonnez-moi, comment pouvez-vous dire que c'est une infime minorité? C'est pas possible d'être dans le déni comme ça. Ça fait 30 ans qu'on tient ce discours-là. Regardez les sondages sur... on leur demande si la charia doit être plus importante que la République. Vu ces sondages. Ils sont 50 ou 60% de jeunes entre 15 et 24 ans à dire oui. Tout ça est évident. C'est pas 1 à 2%. Vous voyez, il y a une disproportion énorme. Est-ce que vous êtes dans le déni? Et regardez la rue tout bêtement, monsieur Djebari, la rue. Est-ce que vous êtes dans le déni? La rue, les femmes voilées, voilà, la rue, partout en France, des femmes voilées, partout. C'est aussi 1 à 2%, ça? Moi, je pense qu'on a un sujet de perception. Je ne suis pas dans le déni. La loi... moi, je sors de la voiture, vous savez, c'est tout. Je marche dans les rues. Ouais, mais moi aussi. La loi, et je suis même né dans ces banlieues-là. Oui, pas partout non plus. Hein. Non, mais... Les femmes voilées... Partout. Non. Je vous assure, partout. Justement, partout. C'est ça le grand... Dans le plateau, sur le plateau, sous le plateau. Non, je vous assure, monsieur Djebari, Éric Zemmour, moi, je conclue... Vous dites pas seulement en banlieue. C'est une expression, mais pas partout, Éric. Non, mais sur le fond... Non, pas partout. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre... Dans toutes les villes, même... Je veux dire, même dans les quartiers bourgeois de Paris. C'est ça que je veux vous dire, même dans les quartiers de toutes les villes. C'est en cela que je dis partout. Donc, Paris, c'est Riyad. On laisse monsieur le ministre vous répondre. Non, mais vraiment, on acte un désaccord fondamental sur la perception de notre environnement quand on sort dans les rues de Paris et ailleurs. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir... la loi est claire. Ceux qui, effectivement, je considère de façon marginale, mais vous considérez autrement, ceux qui sont hors la loi, qui ont décidé, effectivement, que leur foi prévaut sur les lois de la République, sont hors la loi. Et je rappelle quand même que ce pays, la France, en qui vous devriez avoir confiance, a réussi, au début du XXe siècle, à séparer les églises de l'État, contre à l'époque une église qui était autre chose que l'islam de France, et contre 36 millions de fidèles qui étaient, a priori, assez largement opposés à cette loi. Donc, par la loi, par la volonté politique, et en faisant respecter la loi, on arrive parfaitement à imposer l'état de droit et à faire respecter ce que vous considérez comme étant les mœurs, les valeurs françaises. Il y a une grande différence. Le catholicisme avait une église. C'est-à-dire que quand on a coupé le cordon avec l'église, on a tout fait. Parce que l'église, c'est hiérarchique et ça a une autorité sur les ouailles. Politique, dans l'islam, mais bien sûr, avec des fidèles. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais d'abord, c'était l'Église qui avait fait la France. Vous savez, je cite souvent Michelet qui dit la France est une conquête de l'Église. C'est pas rien. C'est pas l'islam qui a fait la France. C'est l'Église catholique. Et deuxièmement, il n'y a pas d'Église en islam. Donc, si vous voulez, c'est uniquement... L'islam est un rouleau compresseur assimilationniste. C'est ça que vous ne voulez pas voir. C'est que dans d'innombrables quartiers comme Trappes, l'islam régit toute une micro-société et qui devient une oumma en France. C'est ça la différence. Ça n'a rien à voir. Donc, quand vous nous dites la loi peut faire quelque chose, mais non, parce qu'il respecte la loi. Il respecte la loi, puisque justement, il respecte la loi, il n'y a aucun problème. Et simplement, il s'organise autrement, à côté des mœurs françaises. Vous voyez, c'est pas une question de loi. C'est justement une question qu'il y a un nouveau code qui s'impose et qui impose ses mœurs. Alors, on laisse à monsieur le ministre le dernier mot. Surtout que c'est son anniversaire. Mais je réponds en fait en faisant une suggestion. Il y a quelques jours, un nouveau réseau social a été lancé en France, qui s'appelle Clubhouse. Et je vous invite à aller dessus. Le concept, c'est simple, c'est qu'en fait, vous avez des espaces de discussion où les gens ne font que parler. C'est la voix est le principal médium. D'abord, c'est intéressant, la voix. Et surtout, vous verrez que si vous y allez, dans certaines rooms, comme on dit, il y a ces débats-là, avec des jeunes d'origine arabo-musulmane, beaucoup de femmes, qui d'ailleurs portent le voile ou pas, ont bossé dans le public et dans le privé, ont eu à faire des choix pour elles-mêmes, etc. Moi, j'ai écouté, ça m'a intéressé. Et je pense que vous devriez y aller et vous confronter aussi à ces histoires racontées un peu dans la durée
qui, je pense, vous permettrait de revenir sur des caricatures ou des préconceptions que vous avez très largement exposées. Je pense que Merci. je caricature aucunement. Merci. Je suis en deçà de la réalité, d'après moi. Merci beaucoup, messieurs. Je crois qu'il faut être parrainé. Vous allez le parrainer. Absolument. Bon, On très est bien, d'accord. grand plaisir. Merci Éric Zemmour. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Excellente suite de programme sur CNews. Merci.